Station. Ils sont de retour. Wagwan. On se retrouve pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Donc les épisodes 1 et 2 qui viennent de sortir. L'épisode 1 reprend là où nous avait laissé avec la fin de Shibuya. Yuji qui est un petit peu en train de se morfondre. Mappa, réellement il s'améliore de plus en plus chaque année. On sent une évolution à travers l'attaque des titans, à travers Chainsaw Man, à travers les différentes saisons de Jujutsu Kaisen. Dans la mise en scène, dans les plans, on sent réellement l'atmosphère qu'ils veulent mettre en place. Même sans musique, la manière de les mettre en scène, c'est vraiment bien fait. Et Mappa sur ça, c'est le top niveau. L'épisode commence, on a un flash forward avec la confrontation entre Yuji et Yuta. On peut voir là de belles chorégraphies, Yuji qui affronte des fléaux, Yuta qui est quasiment à ça de le planter. Et on revient en arrière, comment on en est arrivé là. On a l'opening qui se lance et encore une fois, magnifique. Que ce soit les plans, les personnages qui sont mis en scène sans trop en dévoiler, l'enchaînement, la musique, comment elle est rythmée. Les openings de Jujutsu Kaisen, pareil, c'est un sans faute. On va commencer avec le clan Zenin qui nous est présenté un petit peu plus. On va voir le personnage de Naoya, donc qui est l'héritier de Naobito du coup, qui va être celui qui va être le prochain chef de la famille étant donné que Megumi est sous la tutelle de Gojo. Donc on voit un petit peu les interactions entre le clan Zenin, à quel point il y a une relation vraiment toxique dans ce clan, à quel point c'est la force et juste le statut en fait qui est mis en avant dans cette famille. C'est vraiment dégueulasse, c'est pas beau à voir. On a également le mépris des aînés, hein. Naoya qui clairement n'a rien à faire de la mort de Naobito, qui attend même qu'il clame en fait. Et quand on lui apprend que c'est Megumi qui est l'héritier légitime, sa première action c'est de vouloir aller le tuer en utilisant la ruse. Il ne respecte pas les anciens, il ne respecte pas ses oncles, tout ce qu'il respecte c'est la puissance. On peut sentir quand même chez lui une forme d'admiration pour Toji, c'est l'impression qu'il en donne en tout cas. Et il y aura certainement une confrontation idéologique entre donc Naoya et Megumi. Naoya qui est très sûr de lui, qui possède les acquis de sa famille, et Megumi à côté qui possède énormément de choses mais qui manque de confiance en lui. Il ne veut rien acquérir de ce qu'il n'a pas obtenu lui-même. Donc après ça, on retourne sur Yuji et Shozo. Donc ce duo-là, apprêtez-vous à le voir énormément et vous allez kiffer. Donc des belles chorégraphies, une belle dynamique, une belle synergie entre les deux. On les voit s'échanger différents fléaux, utiliser des attaques combinées, utiliser des attaques synchronisées. Le duo marche énormément. Même dans leurs interactions, on s'attache à cette dynamique. On a encore une fois Shozo qui considère Yuji comme son petit frère. Bon là c'est plus que le considérer parce qu'il est réellement son petit frère. La relation de Yuji et Shozo, elle est très belle. Elle est très belle parce qu'ils se sont confrontés pour la première fois, c'était un duel à mort. C'était un duel à mort et maintenant on peut voir plus tard dans l'épisode que Shozo est prêt à donner sa vie pour Yuji. Donc en fin de compte, Shozo, il nous a été présenté, on avait peut-être une forme de mépris à son égard, on avait un petit peu les nerfs contre lui parce qu'il a failli tuer Yuji. Il nous a été montré un peu comme un nerveux, un gars qui utilise le sang, qui frappe fort, qui est radical. Mais en fait, tout ça, c'était par amour pour ses frères, pour les personnes qu'il a perdues autour de lui, qu'il se considérait comme garant. Il pensait que c'était à lui de les protéger, qui fait qu'on a eu le Shozo qu'on a vu dans la saison 2. Maintenant qu'on le voit un peu plus à l'œuvre, maintenant qu'on a un peu plus d'informations sur sa psychologie, un peu plus d'informations sur son passé, on peut comprendre pourquoi il était ainsi, pourquoi il est comme ça encore à l'heure actuelle, et c'est vraiment un très bon personnage. Donc ensuite on va avoir l'arrivée de Naoya, donc face à nos deux protagonistes, qui va venir flex un petit peu sur eux, il va leur faire des trucs de kung fu là. Bon, il va se faire calmer plus tard dans l'épisode, mais Naoya, son entrée, elle est très belle. Il nous fait des petits, il se remet les cheveux droits, il fait des trucs qu'il regarde pas, un petit peu comme Végétaux. Naoya, c'était bon, c'était bon. Maintenant, le combat est vite interrompu par l'arrivée du GOAT. Et oui, Yuta Okkotsu. Donc son introduction est venue surenchérir sur celle de Naoya. On avait déjà Naoya qui était présenté comme très puissant, qui était même présenté au-dessus des deux personnages, qui de base nous ont été montrés très forts depuis le début de l'épisode, et Yuta qui est mis sur un autre piédestal, on le compare même avec Satoru Gojo. Bon, Yuta, il n'est pas au niveau de Gojo. Mais, n'en déplaise aux fans d'Akari, vous le verrez plus tard dans la saison, Yuta est le numéro 2, clair, net et précis. Après Gojo, c'est Yuta. Donc il nous est présenté, et dès le départ, on voit que c'est un gros morceau, on l'a vu dans le film Zero, et là, s'engage une course poursuite avec Yuji. Donc pendant cette course poursuite et cette confrontation, donc on est revenu au point initial du début de l'épisode, on va avoir en quelque sorte des cours d'énergie occulte à travers Yuta et à travers les souvenirs de Yuji. On l'avait déjà compris, mais on est encore plus impressionné par ce que Yuta représente, parce qu'au final il n'a qu'une année de plus que Yuji et on voit qu'il y a une dimension totalement supérieure à ce que Yuji connaît,
à ce que Yuji maîtrise actuellement. C'est ce qui fait de Yuta un exercice de rang S. Mais en plus de ses propres pouvoirs, en plus de son énergie occulte déjà phénoménale, au-dessus de celle de Gojo, on apprend, ou plutôt Yuji apprend, que Yuta est accompagné d'un familier. Bon, c'est pas exactement un familier, Rika, c'est un fléau. Et là, Rika, elle bloque totalement Yuji. Elle le serre, et là, Yuta en finit avec Yuji. Il le tue, littéralement. On est laissé sur ça et on est surpris parce que Yuji, encore une fois, c'est une défaite. Mais c'est récurrent avec ce personnage et il y a un message derrière. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres, mais il y a un vrai message derrière ces confrontations constantes de Yuji et le fait de le faire perdre quasiment systématiquement. On a en parallèle la confrontation de Naoya et Shozo. On voit Naoya au-dessus de lui, mais Shozo, encore fidèle à lui-même, fait preuve d'une vraie intelligence de combat. Il met en place une stratégie petit à petit. Il arrive à trouver des petites failles, des petites parades à la technique occulte de Naoya. Cette technique d'ailleurs qui est similaire à celle de Naobito, donc le découpage en 24 images par seconde de ses coups, de ses mouvements, jusqu'au climax du combat où Shozo, encore une fois, nous fait preuve d'un coup de génie, un coup de maître. Il va utiliser son sang environnant pour surprendre Naoya. Sa technique qui s'appelait Supernova, si je me rappelle bien. Incroyable. Naoya, il a fini au sol. Il était en train de flex au début du combat. À la fin, il a fini les genoux à terre. On a ensuite Yuta qui revient, qui met KO Shozo d'un seul coup. Encore une fois, Yuta, il est vraiment au-dessus du lot. À part Gojo, il n'y a personne qui peut le tester à l'heure actuelle dans l'anime. Et là, cette confrontation est terminée. Yuta semble avoir tué Yuji. Chacun rentre de son côté. Et on a des flashbacks qui appartiennent à Yuji Itadori. Ces flashbacks, ces souvenirs qu'on a vus pendant quelques secondes avec Yuji, son grand-père, son père et sa mère sont extrêmement importants, d'une importance capitale. On va pas spoil dans cette vidéo, mais retenez bien ce qui vient de se passer avec les souvenirs de Yuji. Donc notre fameux Yuji se réveille et qui il a en face de lui? Donc Yuta Senpai. Oui, Yuta Senpai, parce que en fait Yuta a créé un coup monté. Il a fait semblant de tuer Yuji. Il l'a ressuscité, entre guillemets, en même temps avec son sort d'inversion pour qu'il échappe à la sanction, pour qu'il échappe à la peine de mort. Ainsi, on peut voir que Yuta, c'est une sorte de mastermind. Il a vraiment pris ce rôle de Gojo, de prendre les choses en main, de veiller sur tous les autres élèves de Tokyo et d'être le fil conducteur pour continuer d'avancer dans cette voie de l'exorcisme. En parlant de voie de l'exorcisme, il y a Megumi qui arrive et il y a un sujet très important. Megumi dit à Yuji qu'ils ne sont pas des héros. Et effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché dans la communauté Jujutsu Kaisen, mais c'est vrai. Ils ne sont pas des héros, pas là pour sauver la veuve et l'orphelin, ils sont là pour exterminer les fléaux. Ce sont seulement des rouages. Yuji l'a déjà dit, il est seulement un rouage. On n'est pas dans My Hero Academia, on n'est pas dans un monde de bisounours dans Jujutsu Kaisen. J'aime beaucoup My Hero Academia, attention, je préfère même Jujutsu Kaisen. C'est pas un tir, c'est un constat, mais il faut comprendre cette notion. Les exorcistes ne sont pas des héros, ils sont là pour accomplir leurs tâches et les notions de morale, on les met sur le côté. On a ensuite Megumi qui va introduire donc la traque mortelle, l'arc qui va arriver, le meilleur arc de Jujutsu Kaisen, et il y aura les règles qui vont nous être expliquées. On va pas les faire dans cette vidéo les gars, mais tout ce qu'il faut comprendre sur la traque, il y a beaucoup de règles, hein. Il y en a qui vont s'ajouter au fur et à mesure, vous allez voir. Tout ce qu'il faut comprendre sur la traque, une fois que tu es dans la zone impartie, dans la zone de la traque mortelle, tu dois combattre. Si tu combats pas pendant un certain temps, tu meurs. Si tu n'as plus de points, tu meurs. Si tu essaies de t'échapper, tu meurs. Donc en clair, c'est une sorte de Royal Rumble et il faut pas seulement survivre, il faut vaincre. Donc on a le grand mastermind Norito Shikamo. C'est pas vraiment son prénom, mais ça c'est pas important pour l'instant. C'est lui qui est derrière tout ça. On a ensuite notre groupe qui décide d'aller rejoindre Tengen. Alors Tengen, c'est un personnage vraiment énigmatique parce que tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui et moi ce que j'aimerais, bon on nous l'a introduit dans cet épisode, j'aimerais qu'il soit plus développé que dans le manga, qu'on apprenne plus sur son histoire, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à cet endroit-là. On a eu un petit peu les histoires de plasma stellaire avec le flashback de Gojo et j'aimerais que ce soit plus développé que dans le manga. C'est quelque chose que tous ceux qui ont lu le manga savent, Jujutsu Kaisen, ça va très vite et les intrigues sont très peu développées. J'aimerais que l'anime mette un point d'honneur à développer ce personnage-là. Il est extrêmement intéressant, il est extrêmement important pour le lore, pour l'univers de Jujutsu Kaisen. Ce serait magnifique d'en savoir plus sur lui, de voir comment il est arrivé là, quelles ont été ses péripéties,
qu'est-ce qui fait que c'est lui actuellement, ou plutôt elle, qui est à cet endroit-là. Donc on termine le deuxième épisode avec la rencontre avec Tengen, le groupe de Yuki Tsukumo, Megumi, Yuji, Yuta, Maki et Shozo. 2 épisodes extrêmement bien rythmés, extrêmement beaux en termes d'animation. Encore une fois, MAPPA se surpasse à chaque nouveau projet. Ça ressemble vraiment à du cinéma sans exagérer. On attend la suite avec impatience. Cet arc va retourner internet. Suivez Jujutsu Kaisen, montez dans le train parce que ça va être lourd. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3.